locaux d'Universal, le 8 juillet 2008. Putain, Roland, on a rien là. Mais si, une météorite qui s'approche de la Terre, et puis là, boum. C'est déjà été fait ça, Roland, on trouve autre chose. Attends, j'ai autre chose, j'attends. Et des robots géants, avec des gueules de voitures, qui veulent détruire la planète, j'plaque. Des gueules de voiture, mais t'es complètement con, Roland. Attends, non, un monstre qui sort de l'eau, et puis qui détruit tous les gratte-ciel de New York, j'plaque. Ah mais ta gueule, Roland, c'est toi qui l'as fait celui-là. Mais mec, j'ai besoin de détruire des trucs, faut que ça explose. Attends, écoute ça. Le 21 décembre 2012, une fausse prédiction Maya qui prédit la fin du monde. C'est ça qu'il nous faut. Des Mayas, mais les Mayas ça explose. Attends, joli, il y a des tremblements de terre, Ah ouais. des éruptions, Ouais. des rats de marée. Ah ouais. Attends, une inscription en tout petit au bout là. Le 26 octobre 2024, une autre calamité. La sortie du 4e épisode des Claps qui se perdent. Oh mon Dieu, c'est pire que tout. Oh, say can you see? Bonjour, je me présente, je m'appelle Émilie. Silence, la vilaine! Et quand tu seras en bas, tu flotteras aussi! Je crois que ce martien veut communiquer. C'est pas un souci, c'est l'esprit de Noël. Ah, je sais plus quoi dire devant tant de clichés de bêtises. On va avoir droit à un carton jaune cette fois. Tu veux jouer au petit malin, toi? Qu'est-ce qui coûte? Arrête, trompette, c'est moi qui suis le chef, c'est moi qui décide quand on y va. Alors on y va! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Claps qui se perdent, le podcast qui s'agace sur les clichés du cinéma avec une bonne dose de mauvaise foi. Moi c'est Robin, hashtag 42 fièvre, et je suis avec Romain. Bonjour Romain. Mais merde! Non mais attends, je suis le parrain de ton fils! Non mais attends, merde! Combien de semaines de répétition? 5 minutes. Pour un résultat pas trop Ça mal. Avant de commencer, on voulait vous remercier, eh bien oui, parce que le dernier épisode que nous avons sorti sur les comédies françaises a particulièrement bien marché. Alors merci l'algorithme de YouTube, et comme dirait notre ami, merci public. Merci public! Putain, deux imitations en moins de 30 secondes. Aujourd'hui, on va s'intéresser au thème des films catastrophes, et plus particulièrement à ceux qui traitent de catastrophes naturelles. Éruptions de volcans, raz-de-marée, tremblements de terre et tempêtes, le genre est riche en clichés. Et pour mettre tout ça dans le même sac, eh bien, il nous fallait un film qui réunit à peu près tous ces éléments, et eh bien, on l'a trouvé. Et une fois n'est pas coutume, c'est un film eh bien, qu'on aime bien. Romain, présente-nous l'élu. Et je vous présente le film 2012, Wow. un film sorti en 2009. Wow. Et pour le présenter, eh bien, j'ai re-regardé le teaser du film qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque, avec une immense vague qui passait au-dessus de montagnes et qui mettait ces phrases suivantes. Comment feraient les gouvernements de la planète pour préparer 6 milliards d'individus à la fin du monde? Ils ne feraient rien. Oui, c'est ça, et ben justement, ils ne feraient rien. Et ben dans 2012, on va suivre une petite bande de civils essayer d'échapper à des cataclysmes majeurs, prophétisés à l'origine par des Mayas, par la civilisation Maya, et qui a été confirmé par quelques scientifiques. Dans le Donc, film, qui a eu... je précise. Et c'est un film en effet qui a eu un très très gros succès, plus de 700 millions de chiffre d'affaires au box-office mondial, ce qui est un énorme score, et qui a été réalisé par un chef en la matière, j'ai nommé, roulement de tambour, Roland Emmerich, un américano-allemand, dans l'inverse, un germano-américain qui a commencé sa carrière par des petits films arty en Allemagne avant de rejoindre les États-Unis. Et alors là, il a pris l'air du pays et il a découvert un truc qui s'appelle Orio, les effets spéciaux. Et il va bien s'en servir puisqu'il va commencer par des petits films de science-fiction du genre Stargate, qui est antérieur à la série. Ça n'a de cesse que de m'étonner. Oui, c'est fou. Et ensuite, il passe à la vitesse supérieure niveau budget et il va commencer à faire péter des trucs. On a notamment Independence Day, Godzilla, Le jour d'après, qui est un petit peu un 2012 light. 2012 donc, qui est un petit peu le pic de sa carrière. Ouais, Roland Emmerich, ça devait être le gamin, tu sais, qui détruisait tout, là, qui devait faire des tours de Capla, des trucs de Lego, et en fait, il a gardé cette âme-là pour avoir du plaisir dans chacun de ses films à tout dégommer, quoi.
C'est ça, c'est un mec qui détruit tout et qui a un petit peu détruit sa carrière après 2012, puisque après une petite période de vache maigre, il a voulu revenir avec les films à grand budget, notamment Moonfall, je sais pas si tu l'as vu. Si, et on a même hésité à prendre ce film pour ce podcast, mais pour le coup, on aurait vraiment tiré sur l'ambulance parce que c'est un sacré nanar, et donc on peut vous le conseiller, cher auditeur, mais dans un autre registre en fait. Et aujourd'hui, il est plus ou moins retraité, il essaye des trucs un peu sur Netflix, mais il fait surtout des conférences sur l'écologie. Alors moi, j'ai pas mal grandi avec ces films à Roland Emmerich, et à l'époque du moins, je les aimais bien. Independence Day, j'en ai des bons souvenirs quand j'étais gamin, c'était très impressionnant. Il va dire qu'il aime bien Godzilla. Même le jour d'après, Godzilla aussi, je l'avais vu à la télé chez mes grands-parents, et je me souviens que c'était à la fois drôle et impressionnant. Alors je sais pas si tu l'as revu Godzilla. Non, mais alors non, vraiment, c'est pas très c'est pas possible. Parce que déjà j'ai revu Independence Day, je me souvenais pas que c'était hyper long et hyper presque nanar en fait, avec tous les clichés qu'on va reprendre pour 2012, mais j'ai pas très envie de me les revoir parce que je pense que ça va détruire une partie de mon enfance. Et en parlant de films qui nous ont marqués, est-ce que t'as des films de catastrophes naturelles qui t'ont particulièrement marqué justement? Alors justement, en restant sur Roland Emmerich, moi j'aime vraiment bien Premier Degré, Le Jour d'après, ouais. que je trouve vraiment excellent. Oui, si, je vois ta tête dubitative. Excellent. Oui, excellent. L'histoire est bien, j'adore l'acteur qui est mon acteur favori, Jake Gyllenhaal. Et sinon, dans un autre registre, The Impossible. Là aussi parce que j'adore l'acteur d'ailleurs, je suis un fanboy moi. Obi-Wan. J'adore Obi-Wan et je trouve que le film est très bien, notamment parce que j'adore les raz-de-marée. Et si on devait faire un petit point catastrophe naturelle au cinéma, les raz-de-marée sont dans mon top 1, très loin devant les éruptions de volcans, parce que j'aime pas les explosions, j'aime pas les feux d'artifice, tout ça, ça me saoule. Très loin devant les tremblements de terre, parce qu'il y a juste à faire bouger la caméra, ça me saoule aussi. Et extrêmement loin devant les tempêtes, parce que je trouve ça mais chiant comme la mort. Voilà, à toi. Alors moi j'ai souvenir d'avoir vu Petit Twister avec des tornades. Film de tempête, je donc. sais que t'adores ça. Mais moi je trouve ça très impressionnant et très cinématographique. Ouais, c'est cool, les volets qui claquent et tout, c'est sympa. Bah non, mais les énormes tourbillons et les acteurs qui s'approchent au plus proche là, ouais, je trouve ça pas mal. Et je me souviens aussi de En pleine tempête. Là, ça te plaît un peu plus, En pleine mer, là, avec George Clooney. Il est sur un bateau de pêche et il doit survivre à une énorme tempête. C'est un peu nos deux favoris qui se rencontrent. La tempête et la mer. Et la mer gagne. Retour donc à 2012. Alors, juste avant de commencer vraiment le cœur du film, on va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Le film est découpé en deux parties assez distinctes, c'est-à-dire celle qui concerne les civils et celle qui concerne les scientifiques et les politiques. On va donc alterner un petit peu des deux. Et on va commencer tout de suite avec notre première partie, les héros du quotidien. Pour ouvrir sa partie familiale, Roland Emmerich nous propose une scène tout en cliché d'un père qui va chercher ses enfants auprès de son ex-femme pour les emmener en road trip à Yellowstone. Alors on va faire un petit zoom dès maintenant sur notre héros principal, il s'appelle Curtis. Et alors Curtis, il a un petit peu le trope hollywoodien du faux raté en fait, c'est-à-dire qu'on nous le présente comme une personne plus bactère alors que pas du tout. Ouais, complètement. En fait, là, il va nous montrer en très très peu de temps, parce que de toute façon, ce qui lui importe à lui, Roland Emmerich, c'est de dégommer des trucs et de détruire des immeubles. Donc les personnages, on en a cure. Et bref, comme tu dis, c'est un faux raté. De toute façon, tous les personnages principaux là, de cette trame familiale, ils sont obligés d'être pas si ratés que ça et un peu débrouillards parce qu'ils vont devoir, pendant 2h30 de film, réussir à échapper à une multitude de catastrophes. Et du coup, Curtis, comme tu le dis, c'est un père qui semble être un raté, qui semble avoir perdu sa femme, qui semble ne pas être débrouillard et qui, au fur et à mesure du scénario, va au final nous démontrer qu'il en a sous la semelle. Voilà, et comment un film américain nous présente un raté en général, eh bien il lui fait rater son réveil. Voilà, c'est la première scène où on voit Curtis qui est dans son canapé, qui dort dans son canapé aussi, c'est très important ça. oui, t'as raison. Il dort pas. Ça veut dire qu'il a mal dormi, il s'est endormi devant la télé, tu vois. C'est vrai. Ouais. Et donc il loupe son réveil alors que c'est quand même un jour important. Il doit aller chercher ses enfants pour les emmener en road trip. Donc là on voit que bon, le raté, il a une grande maison à la plage. Oui, sa maison, elle est à Manhattan Beach, qui est une petite ville à côté de Los Angeles. Je pense que le mètre carré, là, il est pas donné du tout. Voilà, et en plus d'avoir une belle maison, c'est un romancier, c'est un écrivain qui a déjà publié un livre
Donc Ouais. ça va quand même pour lui. Oui, ça va. C'est ça en fait, c'est raté mais pas trop. Un raté mais pas trop qui se traduit aussi par son métier puisqu'il est chauffeur, donc c'est pas top, mais il est chauffeur d'une limousine, donc c'est pas mal, puisqu'il est employé d'un milliardaire russe sur lequel on reviendra plus tard. Et c'est pareil pour tous les autres personnages, parce qu'ensuite il va chercher donc ses enfants à la bourre auprès de sa femme qui a retrouvé quelqu'un. Son ex-femme qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Tout à fait. Et qui, pour l'anecdote, c'est l'actrice qui joue dans How I Met Your Mother, qui joue le personnage de Jenkins, qui apparaît dans un épisode, je crois. 4 secondes figurante derrière le bar. Pour les fans de la série. Et qui, elle, s'est remariée, mais pas avec un raté pour le coup, mais avec un chirurgien, comme ça on est bien dans les clichés absolus, avec un chirurgien esthétique. Et lui, on va nous le présenter rapidement, et pour être rapide, le réalisateur, il décide de tout mettre d'un coup. Donc il sort de la maison, qui est une villa, il est habillé déjà en mode opératoire quoi. il sort du bloc là. Voilà, il sort du bloc avec limite son masque, un bistouri dans la main gauche et le téléphone portable dans la main droite. Et à côté de lui, il y a une Porsche Cayenne et une Mercedes. Et il est au téléphone, il dit oui, non, j'ai pas le temps pour l'opération avec madame machin. Non, dis-lui de repousser son rendez-vous. Et il est au téléphone et en même temps, il voit débarquer donc notre raté Curtis. Oui, Curtis, tu vas bien? Ouais, super. Donc là, on est vraiment dans le cliché. Un cliché qu'on retrouve quasiment à chaque film américain, c'est les enfants. Les enfants de Curtis. Donc alors là, on a 2 beaux spécimens. Une petite fille qui est gentille et qui adore son papa. Et un ado, 15 ans, qui déteste son père, qui l'appelle par son prénom. Voilà, c'est la totale, comme d'habitude. Pour vous donner un référentiel, il y a La Guerre des mondes de Spielberg, qui était sortie quelques années auparavant, et qui présente exactement les mêmes personnages. Donc on avait Tom Cruise, c'est Curtis, l'ex-femme, le nouveau mari, etc. Et les 2 mêmes gamins. Donc ceux qui ont vu davantage La Guerre des mondes, vous prenez les mêmes, vous les mettez dans un film catastrophe naturelle, et voilà, c'est exactement pareil. Et comme tu dis, il y a ce cliché qui revient d'appeler son père par le prénom. Ouais, ça c'est la marque. Curtis, on y va, et le père qui dit j'aime pas quand tu m'appelles comme ça, tu sais que ça me fait de la peine. C'est ça. Et même avec la gamine, on se rend compte qu'il la connaît pas très bien, et son ex-femme du coup le lui rappelle très bien en disant tu connais pas ta fille. Curtis et ses rejetons se rendent donc à Yellowstone pour un petit road trip familial. Et là, petit aparté, parce que le film nous le cache, mais c'est pas juste on prend la bagnole et on met un film dans la voiture, parce que pour aller de Manhattan Beach jusqu'à Yellowstone, il y a 2000 km. Donc, ça leur donne l'occasion de faire connaissance. Lille, Marseille, Lille, en une journée, comme ça, juste pour bivouaquer. Tout ce petit monde est donc en route pour Yellowstone. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien vraiment. Eh bien non, puisqu'on va le voir, en coulisses se trame une histoire pas piquée des hannetons. Qui nous amène à notre deuxième cliché, le scientifique contre tous. Et oui, car pendant que Curtis achète des sandwichs triangles à sa fille, nous avons un scientifique qui se démène pour sauver l'humanité. Et ce scientifique, il est au courant que des catastrophes se trament depuis quelques années déjà. Alors comment est-il au courant ? Eh bien, il rend visite en Inde à la mine la plus... Une mine la mine la plus profonde de la planète, et qui permet un petit peu d'analyser le fonctionnement du noyau terrestre, un peu son activité. Et à travers ça, ils vont s'apercevoir, avec l'aide d'un autre scientifique indien, eh bien que ça ne va pas du tout. Et dû à une activité solaire assez particulière et intense, eh bien les pôles vont prochainement s'inverser, vont provoquer en fait des chocs sismiques majeurs. Alors au passage, si je peux me permettre, en Inde, ils sont dans la mine la plus profonde d'Inde, et ils sont 3 dans la mine. Ce qui est étonnant pour un pays aussi peuplé. Ce scientifique, une fois qu'il est au courant, bien que c'est la merde, il va devoir contacter rapidement ses autorités. Ces autorités, ce sont les autorités américaines. Et pour ce faire, il va devoir discuter avec le chef du cabinet du président des États-Unis. Et alors la rencontre avec le chef de cabinet est un peu étonnante, puisqu'il se rencontre dans une party, je suis anglais moi. Une réception. Une réception dans laquelle le chef de cabinet ne veut pas écouter le scientifique qui pourtant lui dit « Mais je vous jure, c'est important !» Voilà, il hausse le ton, donc tout le monde se tait, en fait ça crée un peu un malaise, et donc le chef de cabinet qui est joué par un gros acteur là, blanc. Qui a une tête de cochon. Qui a une tête de cochon, une tête de méchant en fait.
va se retrouver avec quelques documents sur 3 feuilles, avec dessus des graphes, quelques données scientifiques. Quoi. Alors là, soit le chef de cabinet est un scientifique hors pair, soit il a été très efficace sur ce qu'il a imprimé, le scientifique, parce que le mec, il lit les 3 feuilles à 4 là, et d'un coup, ça va arrêtez tout, je vais appeler le président. C'est ça. Vous avez pris votre smoking ? Pourquoi ? On rencontre le président maintenant. Ok, très bien. Donc pour revenir à la thématique du cliché, ce scientifique qui a la connaissance de tout, mais qui va être seul contre tous, on le retrouve dans beaucoup de films de catastrophes. Hein. On l'a par exemple, je pense au Pic de Dante, dont on parlait un petit peu dans l'introduction, avec Pierce Brosnan qui va être au courant que le volcan va être en éruption dans peu de temps, mais personne ne veut le croire. Aussi dans ton film préféré, là, Le jour d'après. Même système, où il va expliquer qu'on en vient à une nouvelle ère glaciaire, et en fait, tout le monde est sceptique. Et c'est pareil, il me semble aussi dans Armageddon ou dans plein de films comme ça. Dans Volcano aussi, t'as Tommy Lee Jones qui est le seul au courant qu'il va se passer quelque chose, alors qu'ils ont toujours des équipes de au moins 20 personnes. Mais c'est les chefs, quoi. On sent que c'est un peu américain aussi. C'est eux qui ont en charge la chose. Donc c'est eux qui ont la parole, quoi. Il n'y a pas d'interférence avec leurs équipes. C'est ça que c'est cliché et même complètement invraisemblable, parce que là, dans notre film 2012, il est au courant du coup qu'il va se passer des trucs, mais complètement pire que catastrophique. Hein. On parle pas juste de quelques éruptions volcaniques et de 3 tremblements de terre, mais ça va être un bouleversement colossal. Et en fait, à partir de ce moment-là, il devrait être en lien avec des collègues. Déjà, des collègues scientifiques. À partir de ce moment-là, il devrait y avoir le monde entier qui envoie ses propres scientifiques, soit pour aider, soit pour au moins se renseigner. Parce que là, personne ne se renseigne. C'est-à-dire que le scientifique, là, il a la connaissance déjà à peu près. Et personne ne se dit, tiens, peut-être qu'il dit des conneries. On va même pas vérifier ce qu'il dit, quoi. Et alors, quand on dit qu'il doit prévenir les politiciens, de quels politiciens parle-t-on ? Évidemment des Américains, puisque ce sont les Américains qui gèrent tout. Et ça passe notamment dans ce genre de film-là par des sessions un peu d'ONU, où alors les États-Unis convoquent tout le monde. Là, en l'occurrence, c'est le G8. Et le président, sur lequel on va revenir bientôt, explique aux autres pays on est dans la merde. Appuyé uniquement par Adrian, qui est le seul et unique scientifique à s'intéresser à la question. Et donc tous les autres pays sont en mode d'accord, ok, bon écoutez, on suit. C'est pas du tout expliqué, c'est comme s'il était seul à pouvoir déchiffrer un alphabet. Et que du coup vas-y, tu peux te débrouiller tout seul et t'es le seul à pouvoir lire un peu les données, les graphes pour comprendre à quel moment ça va avoir lieu. Et donc personne ne prend la main. Ou en tout cas aide ce gars-là, quoi. Et ce truc de l'ONU là, c'est particulièrement présent dans les nanars sur les films catastrophes. Il y en a un, comment il s'appelait ? C'était Apocalypse Aguédon ou un truc comme ça. Et il y a l'ONU dedans. Et l'ONU, en fait, vu que dans ces nanars là, ils ont que 4 acteurs disponibles, c'est 4 personnes donc, qui représentent l'Afrique. Il n'y a pas de pays, c'est l'Afrique. Oui, c'est vrai. La Russie, parce qu'il y a toujours la Russie qui sont en général les méchants, qui gueulent un peu pour des. Voilà. Et la Russie d'ailleurs qui gueule aussi dans 2012, je crois. Oui, alors c'est très drôle, toujours dans le G8 là. On poursuit sur cette scène là. Il y a le président qui demande à tout le monde de quitter la salle. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est les interprètes, les journalistes, etc. pour avoir que les représentants de chaque nation. Et là, t'as juste l'interprète russe qui fait « Le président russe souhaiterait que je reste pour que je puisse faire la traduction. » Le président, je fais l'accent. Oh. Le président américain dit « Écoutez, monsieur le président Vladimir, je sais pas quoi. » Ce que je vais vous annoncer là ne nécessite pas que vous ayez un niveau d'anglais énorme, quoi. En gros, c'est... Et en fait, du coup, tout le monde part. Et là, il se met à faire un discours, mais en prose. Shakespeare aurait pas tout compris. Voilà, c'est ça. C'est... Mes chers amis, la fin du monde, il est maintenant. Enfin, je sais pas, il parle en Yoda un peu. Seul contre tous, donc, il va essayer d'avertir les autorités qui, eh bien ça, c'est un autre cliché, qui vont un petit peu renacler au fait de prévenir tout le monde, parce qu'il y a toujours des intérêts. Voilà, là je pense aux Dents de la Mer par exemple, qui est un peu l'exemple typique, c'est-à-dire qu'on ne va pas fermer la plage parce qu'il y a des intérêts économiques. Alors là c'est un peu le même délire, c'est-à-dire qu'on ne va pas prévenir les gens parce que, je ne sais même pas pourquoi, parce que ce serait la panique, mais dans tous les cas ça va être la panique. Mais en fait, ils ont une idée pour quand même évacuer un maximum de monde, mais avec certains critères qui va correspondre, ces critères-là, qu'à un pourcentage extrêmement réduit de la population. En tout cas, ça s'est évoqué au début du film. On comprend que il n'y a pas 6 milliards de personnes qui vont pouvoir rentrer dans une fusée. Et alors dis-moi, à ton avis, qui vont être les gens qui vont être sauvés ?
eh bien, les plus riches Waouh de notre planète. C'est original. Et ça arriverait probablement en vrai. Cette partie gauchiste étant terminée, nous allons revenir à Yellowstone, puisque à partir de ce moment-là, le film va prendre un autre tournant pour nos civils. C'est-à-dire qu'il va désormais falloir fuir la catastrophe. Mais la catastrophe, pour l'instant, nos amis Curtis et les enfants ne sont au courant d'absolument rien. Alors Robin, parce que tu es fan du personnage qui va suivre, comment dans un film pareil on réussit eh bien, à expliquer l'histoire à des personnages qui sont censés ne rien savoir? Eh bien, on ramène un personnage sorti de nulle part qui connaît tout le scénario à l'avance. Voilà. Et c'est Woody Harrelson qui se colle à la tâche pour 2012. Il joue un fou conspirationniste qui est un cliché, mais plutôt des clichés des films, des films conspi ou des séries. Je pense notamment à X-Files où il y a exactement le même personnage. C'est-à-dire un marginal un petit peu qui vit, donc là en l'occurrence à Yellowstone dans un van, qui tient une radio amateur qui doit émettre à peu près 200 mètres autour de son van. Mais apparemment, il a l'air connu. Il me fait penser un peu à Doc dans Retour vers le futur, d'une certaine manière. Il est dans le sens où il est avant-gardiste, il a des connaissances accrues sur plein de sujets, mais en même temps, c'est un personnage loufoque qu'on a du mal à croire, quoi. Alors, dans un registre moins bien, je dirais qu'il ressemble aussi un petit peu au tout ce qui est vaccino-sceptique, là. Docteur... Ça n'existait pas encore à l'époque, hein. Ça existait, mais c'était moins médiatisé. C'est clairement professeur Raoult, tout ça. Oui, là, c'est ça, c'est chercher son nom. Il y a clairement une vibe de ça. Mais donc là, il est présenté comme un personnage un peu cool, un peu drôle. Et donc ce fou, auprès duquel d'ailleurs la famille s'est installée à peu près à 50 mètres. Oui, parce que jusqu'alors, on s'est dit que c'était pas un si mauvais père, bon, à part faire les 2000 bornes là. Mais bon, il est au courant qu'il y a un fou qui est en train de parler à la radio juste à côté. Alors Yellowstone, c'est un parc naturel qui est plus grand que la France, hein, donc faut se mettre autre part. Et il décide donc de s'installer à 10 mètres en visu, quoi. Et donc ce brave homme va leur expliquer qu'une théorie Maya a fait son œuvre et que la fin du monde est prévue pour le 21 décembre 2012, il me semble. Donc très prochainement. Voilà. Et c'est un homme très renseigné puisqu'il sait, au contraire de l'ensemble des pays du monde, c'est le seul qui est au courant, que des vaisseaux sont actuellement construits pour permettre aux plus riches de pouvoir quitter la planète. Et donc après cette facilitation scénaristique, Curtis et ses enfants repartent en urgence à Manhattan Beach. 2000 km autour. 2000 km, mais en un temps record, en limousine, donc ça va très vite. Car en effet, le fou avait été pas si fou que ça. Il y a un début de catastrophe qui arrive, comme par hasard, dans la ville de la maman, avec le beau-père, avec des énormes tremblements de terre. Eh bien oui, Roland Emmerich, ça y est, il en avait marre de ces mièvreries. Il est parti pour nous coller des effets spéciaux plein les yeux. Et alors les effets spéciaux pour Roland Emmerich, ça passe notamment par plein de courses-poursuites, plein de fuites, avec tous les véhicules qu'il avait à disposition sur le plateau. Ça va commencer par la limousine, donc contre une faille sismique. Donc faut imaginer la petite famille qui rentre dans la limousine et ils vont traverser Los Angeles pour récupérer un avion. Et là, c'est quand même une scène très impressionnante pour le coup. Parce qu'on parle pas du petit tremblement de terre 7 sur l'échelle de Richter, mais là on est sur une échelle de 100 000, puisqu'on a les gratte-ciel qui s'effondrent, les plaques tectoniques qui se lèvent, c'est la fin du monde tout simplement, mais Curtis, il est pas si nul que ça, puisque lui c'est Sébastien Loeb américain. Il fait des dérapages, il accélère, il fonce dans des gratte-ciel plutôt que de les contourner. Il roule dans les gratte-ciel qui s'effondrent. On a une surenchère de spectacle en fait, parce qu'en même temps, pour nous montrer la catastrophe pour être au cœur de la catastrophe, Roland Emmerich il est obligé d'user de stratégie pour que les héros s'en sortent, sauf que dans la réalité, les héros ils meurent au bout de 5 secondes. C'est un peu le problème des films catastrophes comme ça, c'est que dans la vraie vie, tout le monde serait mort au bout de 7 secondes. C'est ça. Donc là, il faut les faire survivre par des moyens qui sont forcément nanardesques en fait. C'est-à-dire que là, ils sont à bord de leur limousine. D'ailleurs, ils font beaucoup de blagues. Le film est assez drôle d'ailleurs. Oui. Et tu disais un truc intéressant, c'est qu'ils remplaçaient la peur qui normalement devrait être là par l'humour. Ouais. Dans des films catastrophes, ceux qui ont peur
finissent par mourir. Enfin, je sais pas si c'est une théorie ou pas, mais ceux qui vont se planquer de la tornade, ils vont se faire aspirer. Ceux qui vont se planquer du raz-de-marée, ils vont se faire prendre. Et bizarrement, ceux qui vont prendre la catastrophe à bras-le-corps, c'est ceux qui vont s'en sortir. Et j'en reviens un peu au cliché de l'accélération. Parce que je pense à ça. Oui, parce que tu l'as dit, là, à un moment, il est dans la limousine, il y a un gratte-ciel qui tombe, donc il est presque à l'horizontale, le gratte-ciel, et il décide de passer à travers. Ouais. Et donc le miracle, c'est que le véhicule va être pile sur le plancher à l'intérieur de l'étage, puis ressortir de l'autre côté par la baie vitrée. Mais bon, la limousine est incassable. Et c'est souvent repris dans d'autres films. Je pense à San Andreas avec The Rock, où il va y avoir aussi un raz-de-marée qui va être à San Francisco cette fois-ci. Et ça va être le seul gars qui va accélérer avec son petit bateau pour passer au-dessus du raz-de-marée. Je crois qu'il y a ça dans Fast and Furious aussi, où il passe d'un immeuble à un autre en voiture. Ah oui. 2 immeubles qui tombent. Ah oui, complètement. Fast and Furious, ils accélèrent tout le temps. C'est le principe du film. Oui, c'est Fast et très Furious aussi. Si vous avez aimé la limousine contre la faille sismique, vous adorerez l'avion contre les gratte-ciel, encore une fois, avec le beau-père, donc sans charisme, qui dit oui, je crois que je peux conduire un avion, et qui en fait fait partie de la patrouille de France, puisqu'il arrive en vol à éviter les gratte-ciel qui tombent, c'est magnifique. Bah oui, comme quand on les a présentés, les personnages, on le disait, c'est un loser, mais pas trop. Bah, le beau-père, il a pas de charisme, et au final, ils vont tous avoir une utilité. Enfin tous, mais que les hommes, hein, d'ailleurs. Je tiens à le dire. Oui, c'est vrai. C'est que les hommes. C'est vrai que dans la le film femme est très, très passive. Et pour finir avec cette scène de première destruction massive, elle est impressionnante, pour donner du positif un peu. Donc oui, les effets spéciaux sont vraiment dingues pendant tout le film, et surtout pendant cette partie-là, on va dire qu'il y a 3 quarts d'heure d'explosion ininterrompue, où ça va exploser un peu partout dans le monde. Voilà, donc on aura des petites images pour montrer que c'est global. On aura des petites images sur le Corcovado, sur le Vatican, sur des trucs comme ça qui explosent un peu partout. Nos héros pendant ce temps-là retournent à Yellowstone, donc à bord de leur petit avion. Oui, parce qu'ils essayent de retrouver le fou qui a donc les plans. Où faut-il aller pour la suite de leur quête. Le fou est en haut de la montagne et Curtis va récupérer son van pour aller le chercher. Il va réussir à récupérer les plans, mais le fou ne veut pas partir. Il se décide de se sacrifier devant le volcan qui explose. Donc là, faut imaginer qu'ils ont survécu à la fuite de Manhattan Beach. Alors déjà, j'imagine moi la discussion dans l'avion de Curtis qui doit expliquer aux autres. Oui, alors j'ai parlé qu'un fou hier. Le mec de X-Files, vous voyez. Voilà, je crois qu'il a des plans de vaisseau. Mais donc là, dans la réalité, t'as la femme qui dit mais non, mais on va peut-être aller dans un endroit safe, retrouver notre famille, parce qu'ils ont peut-être des grands-parents, des cousins. Oui, c'est vrai qu'on s'en fout complètement de ça. Ils ont un cocon familial très resserré. Eh oui, c'est pratique. Mais non, mais dans tous ces films-là, de toute façon, il y a pas mal de personnages. Mais les autres membres de la famille sont jamais évoqués, tu vois. Ils sont que entre eux pour survivre, parce que de toute façon, sinon, aucune action ne serait plausible en fait. Après avoir récupéré les plans donc et échappé à la mort sur le volcan au terme d'une course-poursuite de 5 minutes en van. Et dans le genre ridicule, je fais un petit aparté sur les fuites de volcans. Je sais pas si tu l'as vu, le pic de Dante. Si, ouais. C'est un des... Que j'aime bien aussi. Hein. Enfin, je l'ai pas vu depuis très longtemps. Je l'ai pas vu depuis très longtemps. Je suis plus réservé. Mais alors, il y a aussi une petite scène de fuite d'un volcan, cheap, puisqu'il n'y a pas le même budget. Et alors, pendant la fuite, eux, ils font fort aussi. Ils arrivent à sauver un chien. Ah oui, c'est vrai. Ils arrivent à sauver le chien de la famille, c'est-à-dire à s'arrêter. Alors qu'il y a de la lave des deux côtés. Ils s'arrêtent. Viens, Toby, viens. Mais en fait, ça pointe du doigt la problématique de ces films-là, c'est de réussir à filmer des personnages dans une catastrophe. Ça devient très très vite nanar, parce que c'est juste improbable. Bah oui, c'est impossible. Et du coup, c'est ça. Donc 2012, c'est vraiment le summum de ça, ou Moonfall, ces films-là. Et je pense aussi même à Armageddon, tu vois, les films un peu où il y a des météorites, parce qu'ils se retrouvent en fait à 2 doigts de la mort à chaque scène, et ça en devient très vite ridicule, quoi. Nos amis parviennent à regagner leur avion et à prendre le départ pour Las Vegas. Et oui, puisque faute d'essence, ils sont obligés de descendre à Las Vegas. Et à Vegas, eh bien, le film va rentrer dans une phase un peu plus calme, parce que là, on a passé une bonne demi-heure d'explosion et de cris. Et de cataclysmes. Il est temps pour nos amis de se reposer un petit peu. Et il est temps pour nous de faire un petit point sur les situations avec nos scientifiques et surtout nos politiciens, à commencer par le plus grand d'entre eux, le véritable héros des temps modernes,
J'ai nommé le président of United States. Born in the USA. Et oui, parce que comment ne pas parler du président des États-Unis lorsque l'on parle d'un film de Roland Emmerich et généralement même des films catastrophes. Il est toujours présent et il est souvent représenté comme une caricature absolue. Alors soit c'est un enfoiré de première, soit c'est un ancien militaire qui est capable de piloter un avion et qui va sauver le monde, soit eh bien, c'est la catégorie numéro 3. C'est un pasteur, un religieux. Ici, pour vous faire un petit peu une comparaison, il fait penser au papa dans 7 à la maison, la série. Je ne sais pas si vous avez regardé ça quand vous étiez enfant. C'est d'une autre génération. C'est l'homme le plus bon du monde. Il est joué par Danny Glover, donc le monsieur de L'Arme Fatale. C'était comment dire, pour prévenir de l'arrivée d'Obama, parce que le film a été tourné un petit peu avant l'investiture, j'en suis certain. Donc nous avons un président noir et lui, donc il est président américain, mais il regarde tout avec une espèce de recul. Il a une hauteur terrible, très philosophique. Et donc pour représenter cette hauteur philosophique, en fait, il a une fille qui elle est très active, qui est très belle. Dans le milieu de la culture. Dans le milieu de la culture, elle s'occupe d'une ONG, etc. Et en fait, lui, il va tout prendre en disant, dès qu'elle parle, il fait, quand tu parles, t'as les yeux de ta mère, je te l'ai déjà dit. Oui, papa, au moins 6000 fois. Aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, et quand il parle pas à sa fille, eh bien, il va dans sa petite chapelle qui est à la Maison Blanche, puisque c'est un homme très pieux et il prie beaucoup. Il prie beaucoup et pour faire un point religion, elle est extrêmement représentée dans le film. Ah oui. À travers des certains symboles et très explicites, comme la destruction du Corcovado, tu en as parlé. Les bâtiments qui sont détruits dans le film qu'on voit de l'étranger, c'est le Corcovado, le Vatican, avec d'ailleurs le président italien qui lui aussi est très pieux, puisqu'il est en train, il meurt en priant devant le pape à la dernière messe, quoi. C'est long. Voilà. Et il y a le truc qui moi je trouve encore plus lourdingue, c'est la question des moines bouddhistes. Oui. Voilà, alors il y a quelques petites incises comme ça dans le film de temps en temps avec des moines bouddhistes qui sont au Tibet, qui est le point final en fait du film, c'est-à-dire c'est là où seront cachés les vaisseaux. Et on a de temps en temps des petits moines bouddhistes en haut de la montagne là qui regardent ces vaisseaux avec de la hauteur aussi, de la hauteur de vue. C'est-à-dire qu'ils sont en train de philosopher ensemble sur la fin du monde. Et ils ont pas peur, quoi. Parce qu'en fait, Roland Emmerich, il a ouvert un bouquin d'histoire, il a vu que les Mayas, ils n'existaient plus, et il s'est dit, bon, je vais remplacer une civilisation un petit peu mystique, sage, par, je sais pas, un truc qui existe actuellement. Mais il s'est dit, des Tibétains, c'est pas trop mal. Alors, il avait entre ça et les Mormons, il a dit, bon, il y a assez d'États-Unis. Et c'est les Tibétains, mais vraiment américains, quoi. Enfin, à la fin, c'est vu par des Américains. Donc c'est des moines bouddhistes de Tintin. C'est ça, ils sont tout propres, ils ont tout le crâne rasé, ils ont des cloches, ils frappent les cloches avec des petites cloches, ils boivent du thé. C'est ça. En haut de la montagne, et voilà, et ils dissertent un petit peu de la fin du monde. Est-ce que ça les fait chier ? Non, finalement, c'est un peu, c'est le destin, quoi. Hein. On va se faire submerger par un raz-de-marée, il y a pas de problème. Et ça crée vraiment un amalgame parce que, je veux dire, si tu sais pas ce que c'est vraiment la civilisation maya, le film nous fait comprendre que c'est eux qui avaient prédit. Enfin, en effet. C'est pas du tout expliqué ce qu'ils font là, ces moines bouddhistes là. Et du coup, ils créent un amalgame à travers ça. Et d'ailleurs, le teaser, comme on en parlait, on voit un moine qui court comme si il fallait qu'il prévienne, je sais pas, une entité. Dieu. Et il tape dans une cloche comme ça, dang, dang, avec l'arrivée du raz-de-marée. C'est limite lui qui appelle le raz-de-marée, quoi. C'est les salauds tibétains. Quand le président des États-Unis ne s'occupe pas de religion, eh bien il s'occupe de communication. C'est-à-dire qu'il va annoncer la mauvaise nouvelle à ses ouailles, à ses fidèles. Et alors pour ça, il va faire une petite allocution sur Times Square, voilà, en pleine fin du monde. Raconte-nous un petit peu cette prise de parole. Oui, donc là, pour vous dire, dans le film, on est au moment où nos civils sont arrivés à Las Vegas, donc il y a déjà eu des catastrophes gigantesques partout dans le monde. Là, il y a à peu près, je pense, 2 milliards de morts dans le monde. C'est ça. Et le président américain choisit cet instant pour prévenir l'humanité qu'il se passe des choses. Sauf qu'en fait, il se passe des choses autour des gens. Mais non, les gens, ils ont que ça à foutre. Ils vont se déplacer devant la télévision, vont mettre la bonne chaîne. Si je peux me permettre de te couper, c'est aussi que le président, il est dépeint un petit peu comme... à ce moment-là, comme quelqu'un qui prend ses responsabilités parce qu'il se sacrifie en fait. C'est-à-dire qu'il ne va pas partir avec les milliardaires pour les fameux vaisseaux.
et puis il va plutôt prévenir la population. Sauf que si on revient un petit peu dans le film, ça fait combien de temps qu'il est au courant? Ça fait 4 ans? 3 ans, ouais. 3 ans. Et il a jamais prévenu personne, donc je sais pas si ces 3 ans sont un petit peu évacués, quoi. Genre bon, là il se réveille, quoi. Oui, parce que l'antagoniste, là, le gros chef de cabinet, il avait dit non, faut prévenir personne. Et au final, il sort un discours très humaniste qu'on retrouve dans beaucoup de films également. Les films qui vont dire C'est un peu la morale de l'histoire. La morale, voilà, on est ensemble jusqu'au bout. Les humains vont se rassembler, on va vivre et mourir ensemble. Et donc, c'est à travers ce discours que là, on a cet énorme cliché en fait du président américain qui est au-dessus du pape, quoi. Et après cette allocution, on a un petit cut. Et alors là, le président se transforme après le pasteur, il se transforme en sauveur de l'humanité. En tout cas des 4 clampins qui sont à la Maison Blanche, puisqu'il il accueille des SDF en fait. Oui. À la Maison Blanche, il va recueillir un petit peu tous les sans-abri qui ont été mis dehors par la catastrophe. Et alors là, il y a un truc qui me fait hurler de rire. C'est le seul personnage, donc ils sont à la Maison Blanche, c'est un peu la nuit, il y a de la poussière un peu partout. À cause des éruptions volcaniques. Imagine un camp de réfugiés. Et alors là, tout le monde est un peu sale, mais bon, ça va. Et alors lui, il est rempli de suie. Il a de la suie partout. Il bosse beaucoup. Il est partout. Comme s'il sortait d'une mine, quoi. Je sais pas ce qu'il a foutu. Il est complètement tout sale, quoi. Il est tout sale et il sert à rien. Il sert littéralement à rien. À un moment, il essaye de faire Jésus un peu, il touche les gens, peut-être que ça va les guérir. Vous allez bien, vous voulez rentrer dans la Maison Blanche, puis t'as 3 pompiers qui font bon, cassez-vous vous. Ah pardon monsieur le président, excusez-nous. Mais bon, il va pas faire chier les pompiers bien longtemps parce que il va mourir d'une belle manière. Et là c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, hein. Roland Emmerich, il adore ça, il va détruire la Maison Blanche ultime de ce réalisateur. Dans Independence Day, il y a le vaisseau spatial là, qui va dégommer la Maison Blanche avec un rayon laser, ce qui était assez impressionnant pour l'époque. Dans 2012, c'est un raz-de-marée, mais pas que. C'est également le porte-avions voilà, JFK Kennedy qui va s'écraser, il est gigantesque le porte-avions qui va tout prendre pile. Bon, là c'est pareil, hein, c'est du nanar, mais encore une fois une surenchère de spectacle qui est la bienvenue. Au final, on est content que ça se passe comme ça. À partir de ce moment-là, Roland Emmerich, il a fait tout ce qu'il voulait faire dans le film en fait, c'est-à-dire faire exploser à peu près tout le monde entier. Et il a oublié qu'il fallait un scénario. Ils n'ont plus du tout de solution. Ils sont à Las Vegas, ils n'ont plus d'essence, ils n'ont plus d'avion. Et bien, qu'est-ce qui va arriver comme par hasard? C'est le patron de Curtis. Donc c'est celui, un milliardaire qu'il conduit à droite à gauche avec sa limousine, qui va débarquer. Curtis, qui est russe. Oui, Curtis. Oh, qu'est-ce que tu feras, Curtis? Je cherche quelqu'un pour conduire mon Boeing. D'ailleurs, pour il demande ça, et le beau-père, qui donc vient de conduire un avion, piloter un avion, j'en parle pas, et là il dit oh non, je sais pas trop conduire. Ah, ta gueule. Alors qu'il y a... Non, je préfère mourir. Miracle donc, puisqu'ils vont pouvoir partir avec le milliardaire, des personnages secondaires dont on va pas parler, puisque c'est des personnages secondaires pas très importants, à bord du dernier Boeing de la planète. Dernier véhicule possible sur la planète. Et alors là, au bout de ce nouveau périple, se pose une question, puisqu'ils vont en Chine, mais ils savent pas où en Chine. Oui, parce qu'il se fie à une carte retrouvée dans le van, un petit peu plus tôt, là, dans le film. Mais en fait, voilà, ils y vont. Alors c'est très drôle en plus, c'est que ils savent qu'ils n'ont pas du tout assez de carburant. Mais comme le film joue la carte de l'humour plutôt que de la peur, comme on disait un peu plus tôt, eh ben, ils vont prendre la nouvelle comme si j'apprenais qu'il n'y avait plus de saucisson pour la soirée, quoi. Ça serait terrible. Ce serait terrible, mais du coup, pas au point d'amérir en urgence dans le Pacifique. Et voilà, donc c'est pareil, là, hasard de dingue. Mais dû aux catastrophes et aux problématiques de plaques tectoniques et du noyau terrestre qui s'ébranle, finalement la Chine va être un peu plus proche que prévu. C'est fou le hasard, putain. C'est même plus que la Chine, c'est qu'en plus ils expédient ça en 2 secondes, c'est « Oh, regardez, grâce aux plaques tectoniques, nous sommes arrivés au bon endroit !» C'est-à-dire pile là où il y a les vaisseaux. Ils y arriveront quand même pas tout à fait, puisque après une petite panne, une panne d'essence. Ouais. Plus d'essence, je crois. Ouais. Après cette panne d'essence, l'avion doit atterrir en catastrophe. On dit adieu au passage à quelques-uns des personnages secondaires inintéressants. Et alors là, il se retrouve donc au plein cœur de l'Himalaya, à pied, sans fringues. Inox Tag, si tu nous entends. Voilà.
Mais alors, au contraire d'Inoxtag, ils n'ont pas les Sherpas pour porter leurs affaires. Alors, Ni les fringues pour les réchauffer. voilà. Alors là, Roland Emmerich, en vrai, il devait regarder le scénario, il devait se dire merde, Là, on a un problème là. comment ils font les 4 derniers kilomètres là pour aller au vaisseau. Il va chercher des véhicules. Regardez. Bon, des vélos, non. Oui, Bon, des skis, parce ouais, que- bon. On n'en a pas parlé, mais il y a une dernière course-poursuite qui sont des voitures dans un avion contre un avion. Il y a des voitures dans l'avion et ils prennent les voitures pour sortir de l'avion à toute vitesse. C'est Très Mission Impossible, ça. Très Tom Cruise. n'importe quoi. Alors comment ils vont faire ? Eh bien c'est simple, puisqu'ils vont tomber sur un hélicoptère voilà, qui balade des animaux d'ailleurs. C'est un truc... Oui, oui. Alors on comprend que c'est des animaux qui vont être protégés et secourus. Et ils sont emmenés un peu comme dans Zoo Tycoon, ceux qui ont joué aux jeux vidéo. Vous savez, quand on mettait des nouveaux animaux dans les enclos qu'on construisait là, c'était avec une pince, un peu comme Dieu qui poserait un animal comme ça. Le podcast ça- des ça jeux fait penser vidéo à des ça. années 90. Alors dans Age of Mais je fais la Empires. musique du menu. Alors là, le milliardaire fait preuve de milliardairise, c'est-à-dire qu'il trahit les pauvres. Et il s'en va avec ses enfants, sa petite copine, pour récupérer, parce que lui, il a une place, c'est un milliardaire, il a une place dans les vaisseaux. Du coup, on se retrouve qu'avec nos héros d'origine. C'est pratique, hein. Là, le scénario, il fait un entonnoir. Roland Emmerich, il fait pas dans la dentelle. Et ben là, il sait plus quoi faire, le réalisateur. Donc, Et là, la technique absolue, c'est de faire une ellipse. Tout simplement, puisque on va passer de la nuit noire himalayenne à nos héros qui débarquent à côté d'une route au petit matin. Ils ont fait pareil 600 000 km à peu près dans la neige, dans la nuit. De cette route, ils vont se faire embarquer en autostop par des ouvriers qui bossaient sur les vaisseaux. Des vaisseaux qui, c'est un peu le twist du film. On ne savait pas trop à quoi on allait avoir affaire. On s'imaginait peut-être des vaisseaux type fusée Elon Musk, mais au final, ça va être des arches. Hashtag Arche de Noé. Des arches qui vont nous emmener à la conclusion du film, le climax, avec une dernière partie complètement nanardesque. Tous nos personnages sont désormais devant ces fameuses arches. On a les milliardaires devant la porte des arches. On a nos petits héros avec les ouvriers qui essayent de passer par les parties techniques. Parce que oui, ils ont mis 50 ans, enfin, ils ont mis 5 ans pour construire des super arches de dernière technologie, mais on peut passer par des petits trous. Oui, c'est ça. Les portes dérobées un peu. Voilà, donc là on aura deux histoires en parallèle. On aura les milliardaires, les pauvres milliardaires qui ne peuvent pas tous rentrer à bord du vaisseau, c'est terrible, puisque les portes se referment devant eux. Et alors cette partie du scénario va être un petit peu animée par notre scientifique, vous vous souvenez, celui qui est seul contre le monde entier, et notre méchant chef de cabinet, qui est désormais le chef unique, puisque le président est mort. Et alors là, c'est un débat qui est censé être un débat en fait planétaire. C'est-à-dire entre tous les pays du monde, est-ce qu'on ouvre la porte ? Il reste, pour vous donner une idée, il reste à peu près 10 minutes avant que Le l'énorme raz-de-marée vague, se le raz-de-marée fracasse contre les arches. Il reste 10 minutes, et donc là il y a une petite discussion, mais juste entre le politicien méchant et le scientifique pour savoir est-ce qu'on ouvre les portes pour les laisser passer, est-ce qu'on a le temps, machin, et donc le temps qu'ils passent à débattre, ils perdent du temps. Sachant que là, on a tous les représentants les présidents de la France, Ah oui, il y a de- le de- monde entier, tout il le y a le monde monde entier là. qui sont en train de regarder la dispute. Oui, mais il faut ouvrir les portes, vous vous rendez compte, on va pas laisser mourir des ouvriers tibétains. Oui, mais ils vont nous faire couler. Voilà, c'est est-ce qu'on sauve les humains ou non ? Mais personne ne prend part au débat. Personne ne dit aux politiciens, bah, vas-y, c'est bon, on ouvre. Allez, c'est bon, ça va. Ou alors l'inverse, quoi, un coup de poing aux scientifiques. Le scientifique gagne cette bataille de l'humanité. Ils ouvrent la porte vraiment sur le fil du rasoir. Les milliardaires rentrent, sauf le russe, vous vous doutez bien, puisque lui, il devenait un peu encombrant. Ouais. Donc il meurt écrasé par la porte. La porte s'ouvre, les milliardaires restants rentrent, la porte se ferme, mais elle ne se ferme pas complètement. Et pourquoi ça ? Eh bien parce que de l'autre côté, dans la partie technique du vaisseau, eh bien il y a notre famille, il y a Curtis, qui a laissé traîner un arrosoir. Oui, c'est très drôle. Explique-nous ça. Parce que du coup, la famille réussit à pénétrer grâce à un ouvrier tibétain dans un espèce de trou de souris. Un local technique. Voilà, c'est ça. Parce que l'arche est hyper bien conçue, mais on peut quand même rentrer dedans à l'improviste. Sauf qu'il laisse traîner, comme tu disais,
un tuyau d'arrosage, je ne sais pas pourquoi, et qui va bloquer un rouage. Mais c'est pas n'importe quel rouage, Harry. C'est le rouage qui enclenche tout le mécanisme de l'arche. C'est-à-dire que si le rouage n'est pas débloqué, la porte ne se ferme pas. Si la porte ne se ferme pas, l'arche ne peut pas partir, voguer et sauver une partie de l'humanité. Donc, alors là, là, ça part clairement en nanar. Là, vraiment, il n'y a même plus de débat. Donc, il y aura une mission de Curtis pour enlever le tuyau d'arrosage. Et il va sous l'eau, parce que le truc est un peu inondé, il va sous l'eau, il arrive à retirer le tuyau d'arrosage. Au passage, un autre personnage encombrant nous quitte, c'est le beau-père. Le pilote. Hashtag le pilote. Là, qui, dans l'avion, on n'en a pas trop parlé, mais Curtis et son ex-femme, ils se sont bien rapprochés. Oui, voilà, finalement, ils se retrouvent, quoi. Voilà, donc le beau-père devenait un petit peu de trop, donc ils le font mourir. Il se fait dégouler par le rouage. Il se fait broyer par les rouages. Oui, c'est ça. Et donc le film d'action, du moins, toute l'action du film se termine par cette séquence très Fort Boyard. Donc une caméra qui est placée pile à l'endroit. La caméra de surveillance, là, ils ont fait fort. Hein. Ils ont pas bien fait la porte, mais alors les caméras de surveillance, ils les ont parfaitement placées. Il y en a partout. Comme ça, t'as le scientifique et les politiciens qui voient en direct. Avec le son. Qui voient en direct Curtis en train de tire, nom de Dieu. Et donc, au final, Curtis, après une Tom Cruise de 6 minutes d'apnée, réussit à extirper au dernier moment notre bout de plastique. La porte se ferme et finalement, tout le monde s'en sort, ou presque. C'est ça, alors là c'est juste pour faire un point cliché, c'est le nanar total, notamment parce qu'ils ont tellement donné sur les effets spéciaux et sur l'action pendant tout le film, que bah là ça fait un peu cheap leur scène finale, c'est dans un huis clos à moitié, avec un petit peu d'eau mais c'est mal fait, on dirait vraiment un truc de studio. Et qui ressemble beaucoup, alors j'ai pas envie de cracher sur ce film là, mais à Avatar 2, hein. La fin d'Avatar 2, avec que j'ai bien aimé, mais la fin très Titanic là. Qui a pour le coup un scénario aussi de merde, oui. Même si j'adore, complètement. J'y suis retourné 4 fois au cinéma, oui mesdames et messieurs, parce que j'ai trouvé les images incroyables, mais le scénario est nul. Complètement, je te suis là-dessus. Hein. L'arche évite de justesse l'Everest, ni plus ni moins. C'est ça, l'arche est frappée par le raz-de-marée avant d'être à 2 doigts de toucher la montagne et donc d'exploser en fait. Alors toucher, là c'est un autre gros cliché de ce genre de film, c'est la physique des éléments, c'est-à-dire que l'arche elle est gigantesque et donc elle s'approche de l'Himalaya, c'est la dernière petite problématique de tout le monde, c'est que avec l'inertie, ça approche de l'Himalaya, ça va taper, et là au dernier moment il y a un mec dans les salles de machines qui fait demi-tour. Et là, adieu la force d'inertie, c'est genre ça fait demi-tour d'un coup. Genre ça fait marche arrière. C'est bon, on est sauvés. Et le film se termine par nos arches qui voguent, on ne sait pas vraiment où d'ailleurs, parce que tout a changé, mais on sait où ils vont. On ne sait pas où ils sont exactement. On connaît leur destination finale. Et la destination finale, c'est le continent africain qui est, semble-t-il, indemne des catastrophes. C'est le seul continent. Alors c'est marrant parce que le scientifique qui était le seul à l'ouvrage, il a pas eu ce détail-là. Oui, il a oublié de dire qu'un continent allait d'aller en Afrique. Un continent allait être sauvé. Et puis en plus c'est bien parce que les Africains ils ont pas une histoire difficile depuis toujours avec les colonies, l'esclavage et tout. Bah non, on va faire débarquer plusieurs milliers de milliardaires qui ne savent rien faire. Mais bon, Curtis, Adrian et toute notre petite troupe s'en sort et c'est ça le plus important. Les belles valeurs, j'allais dire de l'Ovalie, mais des États-Unis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur 2012, et pour conclure ce podcast, eh bien, on peut se poser une petite question, c'est est-ce que 2012 ne serait pas un peu lui-même le climax de ce genre de films, les films de catastrophes naturelles ? J'ai l'impression que c'était un peu le dernier grand film. Je parle vraiment d'un blockbuster avec un énorme budget et qui fonctionne au cinéma et où on n'est pas dans la case nanar, où on va pas au cinéma pour rigoler de la situation. Par exemple, je pense à des films avec des gros requins, là, ces mégalodons, ou des requins avec Twister, Sharko, oui voilà, tout ça. Et, bah, on est plus sur un genre catastrophe humoristique presque. Est-ce que les films catastrophes sérieux, je mets des guillemets parce que c'est pas tout le temps sérieux dans 2012, mais est-ce que c'est pas terminé quoi? Après, ce qu'on disait pendant un peu tout le podcast, c'est que là, il a mis la sauce, quoi, Emmerich.
Il a mis toutes les catastrophes naturelles en même temps. Il y a des volcans, il y a des tornades, il y a des raz-de-marée. Il a tué le game pour toi? Bah, je pense qu'il a un peu tué le game. Je vois éventuellement un film qui a eu un peu le même marketing, c'est-à-dire vraiment le film de fin du monde un peu global sur toute la planète. C'était World War Z. Ouais. Ah oui, avec des zombies du coup. Qui était pour le coup avec des zombies, mais qui était un peu vendu aussi comme un film catastrophe. On peut retrouver un petit peu d'ailleurs les mêmes personnages, hein, avec je crois le père. Ouais. Et les trailers de World War Z ressemblaient un petit peu à ceux de 2012. Mais oui, je suis d'accord avec toi. De toute façon, à mon avis, là, il a tout mis en fait, Roland Emmerich. À moins que les effets spéciaux s'améliorent, il n'y a aucun intérêt à refaire un 2012 en fait. Je pense, on parlait tout à l'heure d'Avatar 2 là. Si avec des images comme Avatar 2, on a un nouveau 2012, là peut-être que ça vaudra le coup. Peut-être, mais peut-être aussi que les spectateurs ont plus trop envie de voir ça ou ils prennent plus trop au sérieux. Et tu vois, dans le genre catastrophe, ce qui peut marcher aujourd'hui, je pense à Don't Look Up, qui a quand même fait débat, pas débat, mais aussi qui a été salué par la critique, qui est dans le genre catastrophe, mais en fait on voit rien quoi. Ça aussi, c'est une autre manière de filmer la catastrophe, c'est de pas montrer grand-chose. Je pensais aussi à Interstellar, qui a 10 ans maintenant, mais qui s'intéresse à la planète Terre qui se meurt, mais on va décider de filmer autre chose. Bon, évidemment, il y a un budget énorme, on a un gros réalisateur, et c'est un gros succès, mais pour intéresser, pour parler sérieusement dans un film catastrophe, on va plus s'intéresser à la destruction de la planète, sauf à la fin très rapidement, mais plutôt à comment les médias ou comment les scientifiques en parlent, quoi. C'est une autre manière de filmer la fin du monde en fait. Ouais, mais j'ai une petite théorie là-dessus. Tu parlais de Don't Look Up là. Pour moi, ça marche mieux maintenant les films comme Don't Look Up, c'est-à-dire qu'ils parlent plutôt de la catastrophe en elle-même. Parce que en 2009, si on se replace dans le contexte, le réchauffement climatique, les raz-de-marée, tout ça, il y en avait. Ça commençait un peu à être médiatisé, mais il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, c'est un petit peu en fait, c'est pas une peur irrationnelle, c'est des trucs on sait que ça va arriver. Donc, est-ce que les gens ont envie d'aller voir des trucs qui leur fait peur au quotidien, quoi, qui savent qu'il va arriver bientôt? Mais tu fais bien de dire ça parce que j'ai regardé une vidéo d'un géologue justement, ou je sais pas trop quoi là, un spécialiste en tout cas qui étudiait ces films-là. Il disait que justement le jour d'après, qui est sorti donc il y a 20 ans, en 2004, il proposait un discours, le scientifique là, le même scientifique quasiment que de 2012, qui aujourd'hui est quasiment identique dans des réunions comme le G8 etc. quoi. Les catastrophes se multiplient et c'est vrai que en fait ça, on est presque dans de la réalité, même si évidemment un éruption volcanique et tout c'est pas possible, mais et même de la réalité concrète, puisque avec j'en parlais au tout début, mais YouTube, on a plein d'images de catastrophes naturelles, ce qu'on n'avait pas forcément. 2008, ça doit être les débuts de YouTube, je pense. Donc il n'y avait pas beaucoup de vidéos un peu spectaculaires. Maintenant, on est abreuvé de vidéos comme ça. Donc quel intérêt en fait de refaire un film à gros budget, alors que ça sera forcément moins. C'est un peu comme les matchs de foot, quoi. On voit tellement de matchs de foot qu'une fois que c'est dans un film, en tout cas pour ceux qui aiment le foot, une fois que c'est dans un film, on est déstabilisé parce qu'on se rend compte que c'est faux, quoi. Et pour être dans le domaine sérieux, on va être plus dans l'intime. Il y a un film dont on n'a pas parlé, c'est Tech Shelter notamment, j'avais bien aimé, avec des tornades, mais du coup on va pas suivre la catastrophe globale, on va la suivre à travers vraiment l'identité, l'intimité d'un personnage, quoi. Il faut dire aussi que c'est moins cher, parce que faire un film comme 2012, ça coûte de la thune. Faire un film comme Take Shelter ou comme The Impossible, dans une moindre mesure, parce qu'il faut quand même faire le raz-de-marée. Mais le reste du film, c'est des personnages dans un huis clos, quoi. Donc rien que pour ça, déjà, ça doit être un petit peu casse-gueule pour des producteurs de se lancer dans un film catastrophe naturelle à grande échelle. Surtout que maintenant, en fait, les films catastrophes comme ça, il y en a quand même un paquet. Je pense notamment aux films de super-héros. Oui. Parce que dans un sens, les Avengers, c'est des films catastrophes. Ils détruisent New York toutes les 4 heures là. Oui, et puis il y a aussi des grandes scènes de destruction, il y a des grandes scènes d'explosion, de gratte-ciel qui tombent. C'est un peu ça qui a remplacé pour moi les films catastrophes. T'as pas tort, parce que même en termes de chronologie, 2012 est sorti en 2009, et Iron Man, qui est le premier Avenger là, quand je dis le premier Avenger, c'est le premier personnage super-héros de cette ère là Marvel, sorti la même année, quoi, ou un an auparavant. Donc c'est vrai que ça a été remplacé.
Ouais, mais pour conclure un petit peu, on peut aussi penser qu'on est bien pessimiste parce que c'est quand même un genre qui revient un peu assez souvent. Oui. Dans les années 70, ça a commencé. En fait, à chaque fois, ça avance avec les effets spéciaux. Dans les années 70, ils ont mis un peu plus de thunes et il a commencé à rien avoir. Avec justement des tremblements de terre. Et alors, je vous invite à regarder. Ça s'appelle d'ailleurs Tremblement de terre. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment la caméra qui tremble. Après ça, il y a eu une petite période de plat. Ça revient en force dans les années 90 avec tout ce dont on a parlé, là, les Twisters, Pic de Dante, Volcano, tout ça. Ça s'est un peu arrêté. Il y a eu 2012 qui a repris un petit peu le flambeau. Et là, on est à nouveau dans une période de creux. Donc là, il y a peut-être Twister, je sais pas ce que ça vaut. Ouais, t'as raison, on est peut-être dans une phase là sur le genre, comme je disais, un peu catastrophe marrante. Tu vois même dans la Seine, là. Le film français, sous la Seine. Avec les requins et tout. Oui, là. oui, c'est en fait, on est sur un genre, on va pas mettre trop de fric, mais avec l'humour et le côté nanar, Ouais. ça fonctionne. Et en fait, ça marche, quoi. Dans les films français, on peut citer, je sais pas, Acide, je sais pas si tu l'as vu. Qui est C'est pas aussi mal. un peu un film catastrophe dans l'absolu, avec la pluie qui est... Mais- Ouais, complètement. Mais c'est des films qui n'ont pas trop marché. Il y a Dans la brume aussi, avec Romain Duris, avec un gros budget, que j'ai pas vu du tout, qui a été un énorme échec. Et En plein feu, avec Alex Lutz, Ouais. qui se passe dans les Landes, avec des feux de forêt. Et c'est pas trop mal filmé, mais c'est pareil. C'est c'est un choix qui est fait du réalisateur, quoi, de filmer l'intimité là dans un film catastrophe, et ça fonctionne pas trop en fait. Je crois ça plaît pas trop. Tu parles de feu, je conclus sur la phrase de fin avec Notre-Dame brûle, qui est vraiment très 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 bien et qui pour le coup fait vraiment film catastrophe français avec des effets spéciaux pas français. Voilà, je tiens à le noter. Eh bien, on finit sur la religion. Comme un symbole. Comme ça, la boucle est bouclée. Voilà ce qu'on pouvait dire vraiment sur 2012 et sur les films de catastrophes naturelles. On se revoit incessamment sous peu avec un prochain épisode qui me tient particulièrement à cœur. Vous verrez de quoi il en retourne très bientôt. Au revoir à tous et merci. Merde. Ciao.